Ah oui. Tu mets des straps ici, là-dessus, quoi. Puis... J'ai étudié pour être horloger. Tout ça à cause d'un monsieur qui est demeuré à côté de chez moi, qui était horloger. Puis quand j'étais jeune, là, je parle de 7, 8 ans, 9 ans, là, j'étais fasciné de le voir ouvrir des petites montres puis des remontées, tu sais. Et puis plus tard, c'est là que j'ai décidé, après ma 11e année, d'aller à Montréal étudier pour devenir horloger. Ça a duré 2 ans. L'École des métiers commerciaux où je suis allé, là, il y avait l'horlogerie, il y avait des cuisiniers, pâtissiers, cuisinières, pâtissières aussi, là, des barbiers, des coiffeuses, puis la mode. C'était les métiers qu'ils nous montraient là. C'était sur la rue Saint-Denis, près de Sainte-Catherine. Puis vous veniez pas... Moi, je viens de Valleyfield. Ça devrait être Valleyfield. Et puis, c'est ça, quand je suis allé étudier à Montréal, il m'a fallu que je me trouve une chambre pour rester là. Puis... vous avez quel âge? J'avais 18 ans quand je suis rentré là. Puis où j'ai été chanceux, c'est que dans ce temps-là, tu cherches un petit sideline de fin de semaine pour arrondir, tu sais, tes fins de mois. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est une compagnie qui s'appelait Opera Diamond, une grosse bijouterie à Montréal, là, qui avait besoin d'un étudiant. Puis mon professeur m'avait proposé d'aller les voir, puis m'engager. Pendant les 2 ans que j'étais là, je travaillais jeudi soir, vendredi soir, samedi. Et puis, une fois que j'ai eu fini, bien, j'étais garanti d'avoir un emploi à plein temps. Quand je suis allé travailler chez Opera Diamond, je mangeais un petit restaurant juste à côté. Et puis, je trouvais ça loin quand même. Puis, elle partait dans le bout du plateau Montréal, aller à l'école, après ça, monter dans le nord pour revenir. Fait que je disais à un monsieur, je dis, moi, je me cherche une place, rester dans ce bout-ci. Coïncidence, c'est presque pas croyable. Le monsieur, il dit, moi, je dois une chambre, juste sur le rue Casse-Grand, à côté de chez Opéra, là. Et puis, il dit, je m'en vais dans 2 semaines. Et je viens voir la madame, et elle est bien, bien gentille. Elle pourrait peut-être te louer la chambre. Je suis allé la voir, puis elle m'a pris. Elle n'a pas regretté, parce que moi, je n'ai jamais emmené personne à l'appartement, à ma chambre, rien. Même pas ma blonde qui venait à moi. J'allais chez mon ami, mais j'ai jamais emmené personne là. Fait qu'elle était bien avec moi. En plus que je buvais pas, ça fait que ça aidait. Fait que l'affaire qui était facile avec Opera Diamond, c'est que je traversais la rue. J'avais moins loin à marcher pour aller travailler que si on part d'ici et on s'en va au jardin d'hiver ici, au Félix. Moins loin. Puis mon patron il me disait, écoute, tu commences à 9h, puis tu t'arrives entre 9h moins 5 puis 9h. Il dit, il y a une bonne journée, tu vas arriver en retard, tu vas manquer le métro, l'autobus. J'ai dit, non, regardez, venez ici, moi, je vais vous montrer, on va ouvrir la porte, je vais vous montrer où je vais. Regardez la maison qu'il y a là, c'est là que je reste, moi. Fait que je pouvais calculer mon affaire, puis je partais juste avant moins 5, puis j'étais certain de ne pas être en retard, tu sais. 2 minutes à traverser la rue. Fait que j'adorais ça. Mais je ne suis pas resté longtemps dans l'horlogerie. Je suis allé après ça dans les instruments de précision, parce qu'il y a un de mes amis qui travaillait à une compagnie qui s'appelait Aviation Electric. Puis c'était beaucoup plus payant. Puis c'était intéressant dans le sens qu'on avait un appareil d'à peu près 8 pouces par 8 pouces, là, puis il y avait à peu près 200 morceaux là-dedans. Il fallait les démonter puis les remonter. Fait que j'adorais ça jusqu'à ce que je tombe dans la réparation d'appareils d'oxygène liquide. Là, ça me faisait peur. Parce que quand il y avait des tests à faire, on ne savait jamais si tout était correct. Puis ça pouvait nous revoler en plein visage, comme on dit. Fait que j'ai commencé à avoir peur de ça. Puis quand c'était le temps d'avoir une baisse d'emploi, là, mon patron il a essayé de me garder, puis moi, j'ai pas voulu. Je suis allé au personnel, puis j'ai dit non. Il y a un monsieur qui est là, plus longtemps que moi, c'est à mon tour à sortir, parce que j'avais trop peur de travailler dans l'oxygène liquide. Quand j'avais mes autres petits appareils, j'aimais ça. Tout ça, ça m'a amené après ça chez Canadian Marconi, encore des instruments de précision. J'ai adoré ça. Puis
J'ai changé de métier d'emploi une couple de fois parce que Marconi, c'est pareil. C'était des compagnies à contrat. Plus de contrat, tout le monde dehors. Fait que tu voyais les gens sortir un vendredi, il y en avait 10, 12, 15 personnes qui partaient dans mon département. Puis là, je me disais, si ça va à 10, 12, 15, je suis bon pour 2 semaines encore, tu sais. Fait qu'à un moment donné, mon tour est venu, puis je suis parti. Fait que quand je suis arrivé chez moi, mon voisin qui travaillait chez General Motors, dans les pièces d'auto à Pointe-Claire, il était dehors. Il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que ça marche pas ton affaire. J'ai dit, dans 2 semaines, j'ai plus d'emploi. Il dit, je vais essayer de te faire rentrer chez GM. C'est ça qui est arrivé. Je suis parti de horloger à grosses pièces d'auto. Il y avait des petites pièces d'auto, mais il y avait des grosses pièces qui faisaient 75, 80 livres ou plus, là. Je suis tombé là-dedans. J'ai fait ça pendant 34 ans. Mais chez GM, il y a eu des changements. Au début, je plaçais du matériel. Après ça, on faisait les commandes des concessionnaires. On les ramassait, les pièces d'auto. Puis à un moment donné, il y a un répartiteur qui s'en allait vers la retraite. Puis ils m'ont dit, tu vas apprendre son travail, puis c'est toi qui vas devenir répartiteur. Là, j'ai été répartiteur, on peut dire, pendant plus de 25 ans. Puis j'ai adoré ça. J'étais celui qui n'était pas pris avec les employés, comme les superviseurs étaient pris avec les employés, à savoir, là, ils ont des décisions à prendre, tandis que moi, les employés, ils venaient me voir des fois, puis je les conseillais, va pas voir le superviseur avec ça, ou bien non, tu devrais aller le voir, tu sais. Puis c'est arrivé une fois qu'il y a un superviseur de jour qui était parti en congé de maladie parce qu'il se faisait opérer dans le dos. J'avais pas appliqué, puis c'est moi qui ont choisi pour le remplacer pendant 3 mois. Mais il faut dire que moi, je travaillais toujours sur l'équipe de soir, 3h30 minuit. Là, il fallait que je m'en aille travailler de jour, de 7h à 3h30, avec des employés qui étaient tous plus vieux que moi en date et tous plus vieux que moi en âge. Puis là, moi, j'étais à nouveau dans ça, là, je connais pas ce qui se passe chez le chiffre de jour, mais je m'en allais à leur donner des ordres. Ça fait que le premier matin, quand je suis arrivé là, pour leur parler, j'ai dit, vous n'avez pas besoin de moi, c'est moi qui ai besoin de vous autres. Fait qu'on va essayer de bien s'entendre pendant 3 mois. Mais j'ai trouvé ça tellement dur, j'avais pas la carapace pour être un superviseur. Fait que quand j'ai eu fini, j'étais voir le directeur, puis j'ai dit, pensez plus à moi pour ça, là, c'est fini. Moi, je m'en retourne à la répartition, j'adore ce que je fais, puis je m'en vais là jusqu'à ma retraite. C'est ce que j'ai fait. Puis quand c'est arrivé le temps de la retraite, je suis rentré à 29 ans, donc 30 ans plus tard, je pouvais partir. Ça coïncidait avec mon 60 ans d'âge, à peu près, là. Fait que j'ai été appelé dans un bureau par le directeur. J'ai dit, oh non. J'ai fait 29 ans, 30 ans d'âge de service, puis 60 ans d'âge. Tu veux m'offrir quelque chose? J'ai dit oui. Je suis pas prête. Pas prête dans ma tête. Pas en tout. Je vais être prête dans 2-3 ans, puis je te ferai signe. C'est ça que j'ai fait. 3 ans plus tard, c'est moi qui l'ai demandé. Puis je suis parti à 63 ans. Celui qui m'avait engagé m'avait dit, « Vous avez des bonnes jambes, M. Bougie? » Puis ça faisait 6 mois que je portais des bas élastiques jusqu'aux genoux, puis j'avais des problèmes circulatoires. Oh, j'ai dit oui, certain, j'ai des bonnes jambes. Puis ça a marché, c'était correct. Là, j'ai eu des injections dans mes veines, et puis 1 an après, puis j'ai enlevé les bas, puis j'étais correct après, plus tard. Mais si j'avais dit la vérité, peut-être qu'ils ne m'auraient pas engagé. Même à ça, dans ce temps-là, ils faisaient attention à l'âge des gens qui engageaient. Il m'avait dit, vous savez, M. Bougie, vous avez presque 30 ans. Il n'engageait personne passé 30 ans. Fait que, il m'a dit, vous êtes chanceux, 29 ans, puis il dit, je vais vous engager quand même. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que c'était très jeune dans la compagnie quand même. Oui, puis dans ce temps-là, il n'y avait que des hommes dans l'entrepôt. C'est un entrepôt de pièces, la distribution de pièces pour le Québec, là. Puis, plusieurs années plus tard, il y aura des femmes, mais par l'entremise d'une agence, parce qu'il y a toujours eu 30, 35, 40 employés d'une agence temporaire. Ils appelaient ça une agence temporaire, mais ils étaient là permanent, puis ils faisaient du temps supplémentaire. Puis eux, ils n'avaient pas le choix, là. Ils se faisaient dire, tu travailles tel jour en temps supplémentaire, 8 heures le samedi. Ils ne lui demandaient pas, ils disaient, c'est cette journée-là. Puis là, c'est par l'entremise d'agence, à un moment donné, qu'il y a une fille qui est arrivée.
Hey, là, il y avait une fille dans l'entrepôt. Ben oui, mais elle va avoir un traitement de faveur. Puis c'est ça qu'on lui a dit. Tu n'auras pas de traitement de faveur. Si tu as besoin d'aide, c'est sûr que tu vas demander à quelqu'un pour t'aider. Si des pièces sont trop lourdes, mais des pièces de 20-25 livres, si tu n'es pas capable d'élever ça, tu n'as pas d'affaire ici, tu sais. On parle des pièces de 70-80 livres, là, tu peux demander de l'aide. Mais nous, moi, quand je demandais de l'aide, mettons, pour une pièce à 70-80 livres, je me faisais dire, tu n'es pas capable de la lever, tu sais. On était toujours capable de la lever, mais des fois, c'est encombrant. Ben oui. Il fallait la mettre sur notre petit chariot là, pour apporter. C'était des débuts difficiles. Par après, c'était plus facile parce qu'ils ont été plus permissifs quand quelqu'un demandait de l'aide. Mais au début, il fallait que tu t'arranges tout seul. Puis c'est quoi qui a fait que la mentalité, elle a changé un peu à s'entraider davantage? Bien, ils se sont rendus compte que c'était pas logique que quelqu'un il lève des pièces comme ça tout seul, sans risque d'un hernie. Puis c'est arrivé, moi-même, j'en ai eu un hernie ombilical à un moment donné, puis il y en a d'autres qui en ont eu, là, tu sais. Fait que peut-être l'accumulation des congés de maladie à cause on forçait mal. Après mon opération, on m'a montré comment forcer. Combien de fois qu'on levait une pièce, puis on était de côté, puis il fallait être face à la pièce, là, écarter nos jambes, puis notre respiration comptait. J'ai appris ça à l'hôpital, à mieux forcer. Puis après ça, quand je suis retourné travailler, après mon opération, c'est sûr que tu es nerveux, là, tu te demandes, la première pièce, là, que je vais peser, ça va-tu revenir encore? Mais là, c'est là que je me mettais dans la tête de forcer comme on me l'avait montré. C'est ça. C'est-tu quelque chose que vous avez montré aux autres employés? Par mon Dieu, oui. J'ai même écrit une procédure de piquet, on appelle ça du picking, là, pour ramasser des pièces, parce que je trouvais ça insensé des fois de voir des gens qui ramassaient des pièces. On avait des petits écriteaux avec le nom de la pièce et puis le numéro tiré. De prendre une boîte, là, le numéro serré, je l'ai ici, mais le petit tag, il n'était pas devant. Il était en arrière. Puis là, je disais à mon patron, je peux pas croire que quelqu'un va mettre le tag en arrière, puis il va revirer la boîte de bord pour vérifier si c'est la bonne quantité qu'il y a dans la boîte, puis si c'est bon, le bon numéro qu'il y a là. Fait que mon patron, il dit, c'est vrai, il a écrit ça, puis on va réentraîner les gens. Puis c'est ce qui est arrivé. On a réentraîné des gens à mieux ramasser des pièces. Tu arrives à l'endroit où tu as une pièce à ramasser, regarde où il est le numéro de série, puis il faut que tu mettes ton étiquette sur le même côté que ton numéro de série. Puis vraiment, les erreurs en dedans de un mois et demi, ça a baissé de 30 à 40 %. Les gens étaient pas assez attentifs à leur travail. D'abord, ça parlait beaucoup. Ça fait que tu peux pas parler puis éviter de faire des erreurs en même temps. C'est ça, une petite chose là, que je suis bien fier, moi, d'avoir faite chez GM. J'ai pas été gêné. On m'a donné de l'argent pour ça. Je suis bien content de l'avoir faite. C'était comment à Montréal dans ces années-là? Bien, on a connu une parade de Saint-Jean-Baptiste où M. Trudeau s'était fait lancer des tomates à la bibliothèque. Parce que nous, on se tenait dans le parc La Fontaine. C'est là qu'on passait pour aller à la parade au coin de la rue Sherbrooke. Et puis de la Roche, que ça s'appelait dans le temps, là. Puis là, on a vu ça prendre bas de combat devant la bibliothèque. Et puis c'est ça, M. Trudeau s'était fait lancer des tomates. Puis en s'en retournant à amener mon ami qui restait à quelques rues où je demeurais, moi, à ce moment-là, on a vu une billetterie dans le parc La Fontaine se faire incendier. La police à cheval, à part de ça, dans le parc. Ça, on a vu ça. Mais dans l'ensemble, c'était calme. J'avais pas peur de me promener sur la rue le soir. Là. Quand je partais de chez elle, je m'en allais chez moi. J'ai jamais eu peur. Il y avait autant de voitures, tout ça? Ben non.
beaucoup moins. La seule affaire qu'il y avait de difficile pour nous, c'est quand on prenait l'autobus arrivait au coin de la rue, puis il y avait du monde jusque debout, jusqu'à n'importe. Là. Tu pouvais même pas embarquer. Là. Là, des fois, il y avait 2, 3 autobus qui passaient avant que tu puisses embarquer. Ah non, c'était pas comique. Puis je l'avais fait une fois à pied, juste pour voir, ça vaut-tu la peine d'attendre l'autobus? Ah, mon Dieu, 1h30 à pied. Fait que j'ai dit non, on va attendre l'autobus la prochaine fois. Ça c'était l'inconvénient. Mais j'ai connu le métro, ça fait que quand j'allais travailler, bien, il fallait que je m'en aille en métro. C'était plus facile, ça prenait beaucoup moins de temps. Vous avez combien d'enfants? 2 garçons. 2 garçons. Oui. J'ai un fils de 53 ans, puis un autre à 46. Puis entre les deux, ça marchait pas. Puis là, à un moment donné, ma femme a dit, j'en veux un autre enfant. Puis comme par hasard, oui, à ce moment-là, ça a parti. Oui, c'était le bon temps. Le plus vieux de mes fils en parfaite santé. Puis le deuxième, il n'a pas sorti de l'hôpital en même temps que ma femme parce qu'il avait un problème cardiaque. Puis ça a été résolu à l'âge, quand il a eu 3 ans, il était opéré à cœur ouvert. Puis aujourd'hui, ça paraît pas, il fait du kayak, de l'alpinisme. Il est aussi en forme que son frère. L'autre est devenu en grande forme, mais lui aussi. Ça doit être inquiétant. Inquiétant, oui, parce que on s'est fait dire qu'il y avait une chance sur 2. Fait que moi, j'ai dit au chirurgien, il y a une chance sur 2 d'être réopéré. Il dit, vous n'avez pas compris, il y a une chance sur 2 de s'en sortir. Fait que ça a été pas mal dur. La journée de l'opération, le petit Colin, il était dans sa petite couchette, là. Il avait à peine 3 ans et demi à peu près, là, excusez. Puis il nous faisait des babayes. Il s'en allait se faire opérer. Ah, ça, là, c'est tough. Le temps de l'opération, ça a dû être long. Il parlait de 8 heures à peu près. Ce qu'on a su le mois suivant, pas d'un jour qui a suivi, là, le mois suivant, on a su que quand ils ont remis le cœur en place, ça a pris 3 fois avant qu'ils repartent. 2 fois, ça n'a pas parti. Mais il a été chanceux, pas nous, là, mais lui, il a été chanceux. Surtout s'en sortir comme ça, là, sans séquelles permanentes. Puis il disait peut-être que plus tard, quand son physique serait à l'état adulte, il serait obligé de changer des valves, mais ça n'a jamais été nécessaire. Il a été suivi jusqu'à l'âge de 18 ans à Sainte-Justine, à tous les 6 mois, puis après ça, à 1 an dernier. Là. Puis là, c'est l'Institut de cardiologie aux 4 ans. Mes fils sont mariés, les 2. Le plus vieux, Jean-Marc, il a 2 filles, 22 ans, 18 ans. Puis l'autre, Steve, il a 2 enfants, un garçon de 15 ans, une fille de 13 ans. Chez qui on va aller en fin de semaine pour prendre soin des animaux, parce que les autres, ils s'en vont faire une petite fin de semaine à Escabade, à Québec. Et nous autres, ben, on ne peut plus garder chez nous comme on gardait avant, parce qu'il y a un gros chien, on ne peut pas l'amener ici, mais on le gardait chez nous avant. Puis, non, ici, même si on ne peut pas le garder, on ne repartira pas d'ici. Non, on aime ça ici. C'est un peu de la faute du frère à ma femme. Le frère de ma femme, il habite au Boréa, Groupe Maurice, à Blainville. Puis il incite tout le monde à aller vivre dans des endroits comme ça, mais surtout Groupe Félix. Il achète tout le monde avec ça. Fait que... non, c'est Robert Letourneau, son nom. C'est juste pour dire qu'il va voir la vidéo. Puis il va comprendre que... Il nous disait, attendez pas d'être trop vieux, parce qu'il y a beaucoup d'activités là-bas. Puis si vous êtes trop vieux, vous ne pourrez pas participer comme vous l'auriez aimé. Ça fait comme là, regardez, on vient juste de sortir d'un cours de danse, là. Fait que c'est pas fini, on aime bien ça. Est-ce que vous aviez une petite appréhension avant qu'il vous en parle? Vous dire, ben là, non, moi... Non, je n'étais pas prêt. C'est moi qui... Ma femme était prête. Ça fait des années que ma femme est prête à venir vivre d'un endroit comme ça. Mais moi, je me sentais bien chez nous. Mais comme j'expliquais à ma femme dernièrement, c'est chez nous, elle et moi, point, dans notre maison, avec nos petits jeux de société le soir, pour regarder la télévision. Tandis qu'ici, on se promène un peu partout, on a toutes sortes d'activités. Elle est bien heureuse, puis moi aussi.
Je dis pas que ça ressemble aux soirées familiales que j'avais quand j'étais jeune avec mes parents, parce que chez nous, c'était des soirées de cartes, puis je joue même pas aux cartes ici avec les madames là, ou les messieurs qui jouent aussi. Je fais autre chose. Mais chez nous, les vendredis soirs, samedi soir, c'était toujours comme ça, il y a plein de monde dans la maison. Puis je plains ma mère, pauvre elle. On fumait toutes dans ce temps-là, sauf elle. Elle n'a-tu eu de la fumée secondaire? Tu sais, on était à 7, 8, 9 à fumer, là. Puis elle disait jamais un mot. Mais c'était des soirées agréables, des beaux souvenirs d'enfance. Puis même quand vous étiez enfant, est-ce que vous voyiez vos parents avec vos oncles, vos tantes jouer aux cartes? Oh mon Dieu, ben oui, ben oui. C'est pour ça, le vendredi soir, c'est plutôt avec des amis. Puis le samedi soir, là, c'était le frère de mon père avec sa femme, là, puis mon père et ma mère. Ça, c'était automatique. À tous les samedis soirs, eux autres, ils jouaient. Mais nous autres, les jeunes, on aimait ça, les côtoyer. Fait qu'on arrivait là avec nos amis, là, filles et garçons, là, puis c'était la petite soirée familiale que tout le monde aimait, même les petites blondes que j'ai eues, là, quand ils aimaient ça, ils disaient « On va chez ton père et ta mère. » là, tu sais. En place d'aller au cinéma, ils aimaient mieux qu'on aille chez mon père et ma mère. Oh. Mais l'enfance que j'ai eue, là, j'adorais ça. Tu sais, dans le questionnaire, ça parlait des anecdotes. J'en ai une avec mon père que j'ai marquée. Lui, il y avait un grand terrain à côté de la maison, puis il faisait une patinoire l'hiver pour ça, pour nous autres. Ah, mon Dieu, il a gelé des pieds, il a gelé des mains, mais il nous faisait un mot juste de belle patinoire. Puis, c'était agréable. Il n'empêchait pas les autres enfants proches de chez nous de venir patiner. La seule affaire qu'il demandait, là, c'est si moi je veux jouer au hockey avec mes amis, il ne faut pas que moi je sois mis de côté, puis juste les autres qui jouent. Et si Jean-Paul peut jouer, c'est correct, vous pouvez tous jouer. Mais comme l'éducation qu'on a eue chez nous, beaucoup d'amour, les punitions. On a déjà eu une avec ma mère, j'avais marqué ça dans le livre, là. Ma mère, sa punition, c'était facile. Jamais frappé, ni mon père, ni ma mère. Jamais, jamais. Mais, à un moment donné, elle avait une bouteille de 7-Up dans la maison. On était à 3. J'avais mes 2 sœurs, mon avec Janine. Puis, elle dit, elle sort des petits verres rouges comme ça. Elle dit, aujourd'hui, elle appelle ça des shooters. Dans ce temps-là, on ne connaissait pas ça. Fait qu'elle dit, on va faire des petits verres. Là, Monique, elle dit, non, c'est moi la plus vieille, c'est à moi de 7-Up. Là, mon autre sœur, elle dit, pourquoi ça serait elle? Ben, j'ai dit, pourquoi ce serait eux autres? Maman a dit, je vous offre une dernière fois de partager le 7-Up. On dit non. Maman a dit, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là. Elle débouche le 7-Up, elle s'en va au-dessus de l'évier, puis elle l'a laissé verser. Elle a tout versé jusqu'à la dernière goutte. On disait, maman, arrête, là. On a compris le message. Tu sais, ça prenait pas une tape en arrière de la tête pour comprendre le message. Ça, c'est le genre de message que ma mère, elle faisait. Pas à genoux dans le coin, là, non. Puis, mes sœurs, Monique, elle, quand elle a commencé à travailler, c'était la générosité même. Elle passait dans une boutique de vêtements pour hommes, là, puis elle m'appelait, elle disait, viens voir, j'ai vu des boutons pantalon, j'ai vu une belle chemise, c'est elle qui l'achetait, tu sais. Puis ma sœur Janine, elle, c'était la patience, parce que je me levais pas le matin. Là, elle me disait, Jean-Paul, il est temps de te lever, là. C'est la dernière fois que je te le dis, mais elle se répétait encore 2 autres fois. Je finissais par me lever, comme de raison, mais elle était patiente. Puis elle m'a aidé beaucoup, elle, à l'école. Parce que quand je suis arrivé en 10e année, j'ai eu des difficultés en chimie. Puis là, j'arrive au printemps, je dis à ma soeur, je dis, je passerai pas à la fin de l'année là-dedans, certains. Je dis, toi, t'es bonne, tu peux-tu m'aider? Elle m'a aidé, puis j'ai passé. Si elle ne m'avait pas aidé, je ne passais pas. Elle était très bonne. Moi, le côté mathématique, était très, très fort, là. J'ai jamais eu de trouble avec ça. Mais dans ce temps-là, ce que je déplore, c'est de ne pas m'avoir dirigé. OK, je suis allé horloger, ça a bien été. Mais pourquoi l'orienteur ne m'a pas dirigé dans un métier qui demande beaucoup de mathématiques? J'étais très bon là-dedans.
français, on oublie ça, là. Mais si j'avais été aussi bon en français qu'en mathématiques, oh mon Dieu, j'aurais pas fait de faute. Mais j'en faisais. Je vous remercie énormément. En terminant, qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter pour l'année 2023? Ah, continuer d'être en santé. Malgré nos petits bobos, j'ai des bobos comme tout le monde, c'est correct. Mais que ça empire pas. Si ça reste stable, là, comme des petits bobos que j'ai à date, je me fais dire c'est stable, ça grouille pas, c'est correct. Mais je peux vous dire une chose, j'ai eu un bon médecin qui m'a prévenu de possibilité d'avoir du diabète à un moment donné. Moi, j'étais un gars qui en médisant du sucre, beaucoup, beaucoup. Je me gênais pas pour en prendre plus que passé. Puis il m'a dit, Jean-Paul, dans pas grand temps, tu vas être obligé de te piquer si tu fais pas attention. Fait que je lui ai dit à ce moment-là, donne-moi un papier pour une prise de sang dans 6 mois. On va faire une prise de sang, ça bougera pas. C'est pas mal dans le top, là. Ça baissera pas beaucoup. Mais j'ai tellement fait attention que 6 mois après, il m'a dit, c'est pas croyable, ça a baissé. Mais ça veut pas dire que tu peux prendre du sucre comme tu veux, là. Et tu as juste à continuer comme ça, là, et puis ça va aller bien. Tout a toujours été correct. Oui, c'est parce que j'ai trop peur du diabète. Moi, j'appelle ça une maladie hypocrite, là. Ceux qui souffrent du diabète, ils s'en foutent d'une journée à l'autre, c'est voir être bien le lendemain ou non, là, tu sais. Fait que cette maladie-là, ça me fait tellement peur que je suis prêt à faire des sacrifices de sucre pour ça. Puis le pire qui m'est arrivé, c'est que c'est arrivé sur un 4 décembre. Le 5, on s'en va à Rivière-Maya, ma femme et moi. J'ai jamais vu une table de dessert à cet hôtel-là comme ça. Jamais, jamais, j'ai jamais fait. On dirait qu'ils font exprès. Tu sais, je mangeais tout ça des yeux, puis je n'étais pas capable de les toucher. C'est là que j'ai commencé à manger du yogourt. C'est vrai, puis je suis encore au yogourt aujourd'hui. Je fais attention. Bien, je vous souhaite une année 2023 avec une santé rigoureuse. La santé, merci beaucoup. De pouvoir atteindre des projets qu'on veut obtenir, tu sais, comme danser mieux, parce qu'on danse, là. J'aurais voulu jouer du piano, mais j'ai essayé, et puis c'était pas en moi, le piano. Ça fait que j'ai arrêté à un moment donné. Mais la danse, on continue. On ne sera pas des experts, mais ça va être plus agréable. Ça, c'est vrai. Bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Ça a passé bien trop vite. J'ai regardé pour une autre émission, mon Dieu.